Alors on va écouter maintenant le docteur Albertin Draguignan qui va nous parler des innovations technologiques et l'intérêt des stents actifs ou des ballons actifs chez les patients diabétiques. Bonjour à tous, merci encore une fois Gilles, Ruben, de m'avoir convié à votre très belle réunion. Monsieur, madame le modérateur, je vais vous parler donc de l'intérêt des stents actifs ou des ballons actifs chez le patient diabétique. Alors très rapidement, on l'a déjà dit, la spécificité réunionnaise concernant le diabète est importante puisqu'on retrouve par rapport à la métropole 2 fois plus de patients diabétiques. Ce sont des patients qui sont très souvent dialysés, ils sont par rapport à la métropole, donc avec un entraînant immédiat calcose sévère et dans un contexte polypathologique. Ce sont des patients qui sont souvent coronariens, qui ont des comorbidités importantes, et ça pose un problème dans la prise en charge thérapeutique notamment. On l'a dit, la problématique du patient diabétique, c'est l'atteinte du lit d'aval artériel distal et très souvent, on n'a quasiment plus d'artères de jambe pour pouvoir les traiter. C'est toute la problématique et ça pose la problématique du traitement, notamment du traitement endovasculaire et du traitement aussi de la place du traitement par ballon actif ou stent actif. Je vais y revenir un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a déjà une indication de revascularisation endominale périphérique des patients diabétiques? Oui, pour toutes les raisons dont on a évoqué précédemment. Ce sont des lésions qui sont distales, l'arche plantaire est souvent atteinte, ce sont des patients à haut risque chirurgical et des comorbidités importantes, et ils ont également des troubles trophiques souvent surinfectés. Le but principal chez les patients diabétiques, c'est obtenir la sacralisation. La problématique de la rosténose est plutôt secondaire. Et dans le cas du patient diabétique, réaliser des pontages veineux, même avec une veine saphène utilisable, ce n'est pas toujours facile, loin de là, puisque c'est le lit d'aval artériel qui est le plus souvent atteint, et l'endovasculaire, notamment en traitant l'arche plantaire, permet souvent des meilleurs résultats actuellement que la réalisation de pontages veineux distaux qui, dans ces conditions, se bougent plus facilement. Une étude en 2009 avait montré notamment l'intérêt de l'angioplastie périphérique pour les artères sous le genou, en montrant 95% de sauvetage de membres à 1 an, mais par contre des taux de rosténose à plus de 42%. Tu l'as dit, la triade diabolique du patient diabétique, la neuropathie, l'artériopathie, l'infection qui conduit à l'amputation. Donc comment réduire surtout ce taux d'amputation qui est la problématique du patient diabétique? C'est différent du problème coronarien, naturellement. Est-ce qu'il faut faire une angioplastie simple? Est-ce qu'il faut utiliser des stents classiques, des stents actifs, des ballons actifs? Alors le talon d'Achille, surtout, c'est la rosténose, c'est l'hyperplasie myointimale qui survient surtout lors de l'utilisation de stents par rapport au ballon. Le stent actif, la réponse est adaptée en coronaire, pas forcément en périphérique. Tout ce qui est fait en angioplastie coronaire n'est pas forcément adapté au niveau périphérique, puisque les artères ne sont pas les mêmes, les calibres ne sont pas les mêmes. Si on prend l'artère fémorale superficielle, c'est une artère qui est fragile, qui est soumise à des torsions, à des flexions, à des contraintes plus importantes qu'on ne trouve pas naturellement au niveau coronaire. Les stents actifs, c'est surtout des stents avec du plaquitaxel. Le rôle du stent actif, c'est assurer la distribution homogène de la drogue sur la paroi artérielle. La plateforme idéale consisterait à optimiser la surface de contact avec la paroi. Le ballon actif, est-ce que c'est plutôt une plateforme idéale par rapport au stent actif? L'intérêt, c'est qu'il y a une grande surface de contact avec la paroi de l'artère. Le ballon actif limite la durée de l'agression artérielle au strict nécessaire. Il n'y a pas de matériel mis en place. Et comme je l'ai dit précédemment, qui dit matériel dit risque de rosténose par hyperplasie myointimale. L'inconvénient, c'est que le revêtement est instable et fragile. Il faut savoir quand même que depuis mai 2017, le ballon actif est remboursé dans l'indication du traitement de l'artère fémorale superficielle et l'artère poplitée haute. Et c'est, je pense, d'ailleurs la première fois en France où un dispositif non implantable est remboursé par les CPAM. Alors, avant de vous parler et rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de l'intérêt et de l'indication du ballon actif et du stent actif chez les patients diabétiques, je vais vous parler de l'intérêt et de l'indication du ballon actif et du stent actif chez les patients non diabétiques. Intérêt déjà des stents actifs chez le patient non diabétique.
Il y a eu quelques études qui sont déjà un petit peu anciennes concernant les indications de mise en place de stents actifs dans l'artère fémorale superficielle. La première, c'était l'étude Sirocco, Stride, et l'étude Silver-PTX, qui comparait l'efficacité du stenting, du stent actif versus l'angioplastie par ballon simple. Donc on peut critiquer largement ces études maintenant. Il y a une étude en cours qui comparerait actuellement deux types de stents actifs qui sont en cours de résultats. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. L'intérêt des ballons actifs chez le patient non diabétique. Là aussi, il y a des études relativement récentes, notamment une qui est parue dans le JVS en 2015, concernant une étude prospective sur 100 patients et étudiant les lésions de rosténose par rapport aux lésions de novo. Il a été montré que pour des patients qui étaient majoritairement en stade 2, donc des claudicants, et non des patients qui sont en ischémie critique, qui concernent surtout les patients diabétiques, dont on a dit, on a montré une efficacité du ballon actif pour traiter des lésions de novo par rapport à un traitement de lésions de rosténose, et notamment les lésions de rosténose par hyperplasie myointimale. Et dans ces conditions, la perméabilité primaire et la target late revascularisation est meilleure à 6 mois à 1 an pour l'utilisation des ballons actifs pour les lésions de novo par rapport aux lésions de rosténose par intrastinte. Une autre étude, c'est l'étude qui a été publiée concernant un ballon actif Boston, l'étude Impact SFE, qui a montré, c'est une étude randomisée, et qui a publié les résultats à long terme d'utilisation des ballons actifs à du plaquitaxel par rapport à l'utilisation des ballons non actifs pour les lésions fémoropoplitées. C'est des patients qui avaient des lésions qui étaient très longues, symptomatiques naturellement, et les résultats à 24 mois étaient encourageants puisqu'on a eu une perméabilité primaire de 78% lors d'utilisation du ballon actif versus 50% pour l'utilisation de ballons non actifs, avec un taux de late revascularisation de 9% pour l'utilisation de ballons actifs versus 28% pour le PTA, donc des résultats encourageants. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt de l'utilisation des stents actifs ou des stents non actifs pour le traitement d'ardiopathie chez les patients diabétiques? Alors là, en faisant une revue de la littérature, j'ai retrouvé des études de preuve de niveau faible qui sont peu nombreuses, contrairement aux angioplasties coronaires où là on trouve plus de 1000 publications. Là, les publications sont beaucoup plus rares. Elles correspondent essentiellement à une analyse de sous-groupes de patients diabétiques lors d'études rétrospectives et de registres. Je n'ai pas retrouvé, à ma connaissance, d'études prospectives, randomisées, comparant l'efficacité du ballon du stent actif chez les patients diabétiques versus patients non diabétiques. Si on doit parler de l'intérêt des ballons actifs ou des stents actifs dans le traitement de la coronaropathie patient diabétique, là les publications sont beaucoup plus nombreuses et actuellement l'utilisation du stent actif ou du ballon actif chez le patient diabétique dans le traitement de la coronaropathie est devenu le gold standard. Les résultats sont bons, on retrouve moins de rosténose et moins d'événements cardiaques majeurs. Les résultats semblent être meilleurs au niveau coronarien en utilisant des ballons actifs par rapport aux stents actifs, car les artères sont de petit calibre, les atteintes sont diffuses, pluritronculaires chez les patients diabétiques. Il y a donc une médiacalcose qui est très sévère, dont on a parlé précédemment. Alors, y a-t-il, après vous avoir parlé de l'intérêt des ballons ou des stents actifs chez les patients non diabétiques, y a-t-il un intérêt d'utiliser des ballons actifs dans l'artériopathie périphérique chez le patient diabétique? Alors, une étude qui date de 2016, une étude rétrospective aussi concernant 51 patients, qui a retrouvé un intérêt pour le ballon actif par rapport au ballon non actif pour une perméabilité primaire à 3 mois. Par contre, la perméabilité était identique à 1 an. Donc, résultat un petit peu décevant et un résultat à très court terme. Une étude un peu plus intéressante, qui est un peu plus ancienne, mais qui a été publiée en Circulation en 2013, a étudié l'efficacité du ballon actif pour les revascularisations des artères sous le genou, donc des artères de jambes, ce qui correspond à la spécificité justement des patients diabétiques. C'est une étude randomisée concernant 122 patients, en sachant que le taux de rosténose à 1 an des lésions longues chez les patients diabétiques atteint plus de 70%, donc après angioplastie simple. C'est une vraie problématique. Les résultats sont satisfaisants dans cette étude, parce qu'on a retrouvé 27% de rosténose en utilisant un ballon actif, versus 74% de rosténose à 1 an avec l'utilisation d'un ballon non actif.
Le TLR aussi était encourageant, avec 18% de TLR à 1 an en utilisant un ballon actif par rapport à 43% en utilisant un ballon non actif. Autre étude parue en 2016 concernant 86 patients, c'était une étude prospective comparant l'efficacité du ballon actif par rapport au ballon non actif dans les indications d'eurosténose et notamment d'eurosténose intrastinte. Et là, les patients, pour la majorité, étaient des patients qui avaient une ischémie critique, chez les patients diabétiques. Et là, il était montré qu'en fait, les résultats étaient identiques pour les ballons actifs ou non actifs dans le cas de eurosténose intrastinte. C'est-à-dire qu'en fait, le ballon actif, vraisemblablement, ne marche pas mieux que le ballon non actif dans les cas de eurosténose intrastinte et notamment par hyperplasie myointimale. L'intérêt des stents actifs pour le traitement de l'artériopathie chronique des membres inférieurs chez les patients diabétiques. Donc là, on vient de voir l'intérêt des ballons actifs, maintenant l'intérêt des stents actifs. Là, il y a très peu de publications à ce sujet. Il y a une publication qui est parue en 2017, c'est une étude prospective, et qui a étudié sur 2 ans concernant 67 patients l'efficacité du ballon actif par rapport au stent actif par rapport aux patients diabétiques et non diabétiques. Donc il y a une analyse du sous-groupe des patients diabétiques dans l'étude Silver-PTX. Il n'a pas été montré dans ce cas de différence de perméabilité primaire entre les patients diabétiques et non diabétiques, avec une perméabilité primaire qui apparaissait quand même très bonne dans cette étude, peut-être trop bonne, à 88% à 1 an et 68% à 2 ans. Le problème, on l'a dit, c'est la médiacalcose. C'est le facteur limitant de l'efficacité du produit actif. On le sait, de nombreuses études ont montré que les plaques calcifiées diminuent la diffusion du produit actif. Donc on est en train d'avoir de nouvelles études, d'utiliser des nouveaux dispositifs pour réaliser une ablation de ces calcifications, notamment par procédé d'atérectomie, des atérectomies endovasculaires, pour enlever les calcifications et augmenter la délivrance du produit actif dans les artères. Il y a une étude qui a montré, notamment, parce que la problématique n'est pas si simple, c'est que qui dit calcification ne dit pas forcément échec de revascularisation et ne dit pas échec de revascularisation endoluminale. Il semblerait que des artères avec des calcifications intermédiaires pourraient prévenir la thrombose ou la rosténose, notamment intrastinte. Trop de calcification conduirait à des thromboses précoces et pas ces calcifications conduirait également à des rosténoses ou à des thromboses précoces, même après un geste endoluminal. En conclusion, d'après une analyse donc de la littérature actuelle, quelques indications se dessinent concernant les ballons et les stents actifs, et notamment chez les patients diabétiques. Il y a une efficacité reconnue des ballons actifs par rapport aux ballons non actifs pour le traitement endovasculaire des artères de jambes, des artères sous le genou, pour diminuer le risque de rosténose. Ça permettrait d'éviter de mettre en place des stents actifs dans les artères de jambes chez les patients diabétiques, ce qui n'est pas conseillé. Il y a une efficacité pour le ballon actif par rapport au ballon non actif pour des lésions de novo. Il n'y a pas de différence pour le traitement des rosténoses intrastantes que le patient soit diabétique ou non diabétique. Il n'y a pas d'intérêt démontré pour l'instant du stent actif ou du ballon actif pour le traitement des lésions d'artère fémorale superficielle ou de l'artère poplitée haute pour les patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Enfin, le ballon actif serait plus intéressant que le ballon non actif à condition que l'artère soit préparée, et notamment avec des procédés d'atérectomie endovasculaire. J'aurai l'occasion et le plaisir de vous en reparler dimanche matin. Soyez patients jusque-là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet un peu difficile? Pas de questions? Moi, je voudrais te faire une remarque quand même, c'est que quand on lit toute la littérature sur les ballons actifs, pas actifs, les stents actifs, pas actifs, en pathologie artérielle périphérique, on est très très surpris par le niveau de preuve qui est extrêmement bas. Ces études rétrospectives, des bouts d'études, des sous-groupes, quand elles sont randomisées, le critère de jugement principal n'est pas toujours très très clair. Et finalement, en déduire quelque chose est très difficile. Tu l'as dit, hein, en partie.
Mais après, tu es sorti dans un optimisme que je comprends, parce que quand on voit ce qui se passe sur les coronaires, mais enfin, les artères coronaires ne sont pas comme les artères périphériques. Hein. Au niveau histologique, ce n'est pas la même chose. Mais je crois que vraiment, là, on a un déficit en chirurgie vasculaire de qualité scientifique, alors que c'est un vrai problème. Tout le monde s'excite sur les anévrismes thoraco-abdominaux qui sont quand même rares, alors que ces patients-là, il y en a partout. Et on ne sait pas trop, hein, en fait. Ah oui, c'est la problématique. Il y a très peu d'études, pour l'instant, scientifiques qui soient recevables. Hein. Bien. Je vous remercie. On va passer à la question suivante. Vincent.